Selon le président russe Vladimir Poutine, le Royaume-Uni est l'ennemi numéro 1 de son pays. De nombreux responsables russes craignent davantage cette nation insulaire que tout autre pays, y compris les États-Unis. Alors examinons de plus près comment cela est possible et pourquoi la Russie a cherché à dissimuler ses peurs secrètes pendant si longtemps. À première vue, l'idée que le Royaume-Uni soit un plus grand ennemi pour la Russie que les États-Unis semble ridicule. Les États-Unis sont bien connus comme étant de loin la nation la plus puissante de la planète, avec les forces armées les plus fortes, l'équipement militaire le plus avancé, des centaines de bases militaires dans des endroits stratégiques partout dans le monde, et un vaste arsenal de plus de 1000 armes nucléaires. Les États-Unis sont aussi l'un des plus grands pays du monde, avec une influence presque inégalée dans la politique internationale, et une puissance économique sans égale. Le Royaume-Uni ne fait même pas partie des 10 plus grands pays européens par superficie, et est depuis longtemps vu comme une puissance déclinante, avec une fraction de la puissance et de l'influence qu'il possédait à l'apogée de l'Empire britannique. Il dispose toujours d'une armée puissante, occupant la 6e place dans le classement mondial selon Global Firepower, mais affiche un niveau de force similaire à des pays comme la France et la Corée du Sud. Nous ne disposons absolument pas des mêmes ressources que les 3 grandes superpuissances d'aujourd'hui, les États-Unis, la Chine et la Russie. Le Royaume-Uni est également une puissance nucléaire, mais il possède un arsenal relativement réduit, avec seulement 125 ogives. Ce n'est qu'une infime fraction des 5449 ogives que la Russie posséderait. Compte tenu de ces faits, la Russie ne devrait pas vraiment avoir de raison de craindre le Royaume-Uni. Cependant, depuis plusieurs années déjà, et surtout depuis le début de la guerre avec l'Ukraine, les peurs, les frustrations et les ressentiments se sont accumulés et ont explosé en Russie. Concernant le Royaume-Uni, des figures médiatiques évoquent publiquement l'idée de bombarder Londres avec des armes nucléaires. Des responsables du Kremlin partagent leur désir de voir ce qu'ils appellent une île humide et misérable disparaître dans les profondeurs de la mer. Et les talk-shows russes évoquent la Grande-Bretagne plus que n'importe quel autre pays, l'accusant souvent de comploter pour détruire la Russie ou de parrainer et d'approuver de futurs attentats terroristes contre le Kremlin. En mars 2025, le service russe de renseignement extérieur a même accusé ouvertement le Royaume-Uni d'être le principal instigateur des conflits mondiaux. Un rapport de Reuters publié à la même période citait 3 responsables russes anonymes, qui ont tous admis cela en privé. La Grande-Bretagne était considérée comme le principal ennemi de la Russie, une déclaration qui a depuis été répétée par le secrétaire à la défense britannique, John Healey. Un nouveau rapport du centre de stratégie eurasien Nest, intitulé « Guerre avec les anglo-saxons ». Comment la Grande-Bretagne est devenue l'ennemi numéro 1 de la Russie, reconnaît également. Depuis 2022, le Kremlin a redéfini le Royaume-Uni comme l'ennemi public numéro 1. Le rapport cite plusieurs sondages qui démontrent clairement que le public russe considère de plus en plus le Royaume-Uni comme une nation inamicale et hostile, tout en soulignant également la prévalence croissante de la rhétorique anti-britannique dans la propagande russe. Rien de tout cela n'est arrivé du jour au lendemain. C'est l'aboutissement d'une relation tumultueuse qui remonte à plusieurs siècles, et cette relation a en fait commencé de manière assez positive au cours des XVIe et XVIIe siècles. Par exemple, au début du Tsarat de Russie, les relations entre l'Angleterre et la Russie étaient en grande partie cordiales et pragmatiques, avec une route commerciale établie entre les deux pays via la mer Blanche. Et le tsar Ivan IV s'est adressé à la reine d'Angleterre de l'époque, Elisabeth I, pour discuter d'une possible alliance politique. Plus loin dans le XVIIe siècle, sous le règne du tsar Alexis Mikhailovitch, les marchands anglais ont commencé à commercer plus activement avec les Russes, et divers officiers militaires anglais et écossais se sont rendus en Russie pour servir dans les armées du tsar. Puis Pierre le Grand est arrivé au pouvoir et a activement cherché à rendre la Russie plus semblable à l'Angleterre. Il a visité Londres lorsqu'il était jeune homme, passant plusieurs mois à étudier les arts de la construction navale et de la navigation, et développant une profonde admiration pour la marine anglaise et le pays dans son ensemble. Il l'a considéré comme un exemple modèle auquel la Russie devait aspirer, déclenchant une vague de ce qu'on a appelé l'anglomanie à travers toute la Russie, en particulier dans les cours et les cercles nobles du pays, où les gens sont devenus fascinés par la culture britannique. Les nobles ont commencé à lire les œuvres des romanciers anglais, et ont appris à leurs enfants à parler anglais aussi bien que français. Puis, alors que les relations entre les deux pays semblaient atteindre un sommet positif, les choses ont soudainement tourné au pire.
Sous Catherine II, la Russie et la Grande-Bretagne sont devenues rivales après avoir été amies. Dans les années 70, lorsque la Russie a fait la guerre à l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne a soutenu les Turcs et tenté d'empêcher la Russie de dominer la mer Noire. En réponse, une Catherine furieuse refusa de soutenir la Grande-Bretagne dans sa lutte contre les colonies rebelles d'Amérique du Nord. Pendant la Révolution américaine, les relations se sont encore plus rapidement dégradées sous le successeur de Catherine, Paul Ier, qui était profondément offensé. Lorsque la Grande-Bretagne prit le contrôle de Malte, il rompit les liens avec Londres et choisit plutôt de renforcer les relations avec la France napoléonienne, allant même jusqu'à proposer à un moment donné une expédition franco-russe conjointe en Inde, visant à frapper au cœur même de la puissance coloniale britannique. Lorsque Paul fut assassiné en 1101, des théories du complot émergèrent rapidement, alléguant que des agents britanniques avaient orchestré sa mort. Ainsi débuta une longue histoire toujours d'actualité, où la Russie soupçonne ou accuse la Grande-Bretagne dès qu'un problème survient. En l'espace de quelques décennies, la perception du pays avait énormément changé. Un endroit autrefois perçu comme une terre lointaine et exotique, riche de culture, doté d'une armée honorable et de réalisations scientifiques inspirantes, s'est transformé en un foyer de complots et de machinations, des ennemis diaboliques prêts à tout pour nuire à la Russie. D'une manière ou d'une autre, de nombreux Russes ont commencé à appeler l'Angleterre la perfide Albion, et l'expression Anglichanka Gadit, qui se traduit littéralement par l'anglaise salite ou l'anglaise fait du tort, est apparue. Les choses ont commencé à se répandre, présentant la Grande-Bretagne comme un lieu qui conspirait constamment contre l'Empire. À partir de ce moment-là, tout au long du XIXe siècle et au-delà, les journaux russes, les politiciens et les fonctionnaires ont sans cesse accusé la Grande-Bretagne de tout et n'importe quoi. Quand une récolte était mauvaise, on accusait la Grande-Bretagne d'avoir manipulé les marchés céréaliers. Si des rumeurs de rébellion commençaient à circuler, les espions britanniques et la subversion anglaise en étaient sûrement la cause. Et ainsi de suite. Et même si la plupart de cela n'était que mensonges, tout cela a contribué à construire le récit selon lequel la soi-disant perfide Albion était à l'origine de tous les maux de la Russie. Tout cela a atteint son paroxysme au milieu du XIXe siècle pendant la guerre de Crimée, qui s'est déroulée de 1853 à 1856. La Russie pensait que la Grande-Bretagne resterait neutre ou même amicale pendant la guerre. Au lieu de cela, le Royaume-Uni s'est rangé du côté de la France, de l'Empire ottoman et du Royaume de Sardaigne. Prenant position contre l'expansion impérialiste de la Russie et menant l'assaut brutal et sanglant sur la ville criméenne de Sébastopol. Dans les années qui ont suivi, de nombreux généraux, érudits et artistes russes ont continué à dépeindre le Royaume-Uni comme une entité traîtresse et sournoise, toujours tapie dans l'ombre, étendant ses tentacules à travers l'Europe et jusqu'en Asie, et s'ingérant là où elle ne devrait pas. Même après la chute de l'Empire russe et l'émergence de l'Union soviétique, les attitudes sont restées en grande partie les mêmes. Lorsque le légendaire Premier ministre britannique Winston Churchill a prononcé son célèbre discours sur le rideau de fer, par exemple, les dirigeants soviétiques ont interprété ces paroles comme une déclaration de guerre idéologique. Churchill a ensuite été diabolisé dans les médias soviétiques et qualifié de va-t-en-guerre. Les journaux nationaux étaient régulièrement remplis de caricatures mettant en scène la Grande-Bretagne, représentée comme un lion, poussé par l'Amérique, dominant et affirmant sa suprématie à travers l'Europe. Avec l'avancée de la guerre froide, les États-Unis ont progressivement remplacé la Grande-Bretagne comme principal ennemi de la Russie. Et les relations entre la Russie et le Royaume-Uni ont même commencé à légèrement se réchauffer vers la fin du XXe siècle. La première ministre britannique Margaret Thatcher et le dirigeant de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev partageaient d'ailleurs, malgré leurs différences idéologiques, beaucoup de respect et d'admiration l'un pour l'autre. Mais le courant de méfiance entre les deux nations n'a jamais vraiment disparu, et la situation a de nouveau commencé à dégénérer. Au début des années 2000, après l'arrivée au pouvoir du nouveau président russe, Vladimir Poutine. En 2000, puis en 2003, Poutine a été scandalisé lorsque le Royaume-Uni a refusé d'extrader Boris Berezovsky, l'un de ses plus grands ennemis. La Grande-Bretagne est également devenue de plus en plus mal à l'aise face à la restriction rapide des libertés démocratiques à travers la Russie, et Moscou a réagi en exerçant une pression réglementaire accrue sur les grandes entreprises britanniques, comme Tea et Shell. Puis, en 2006, un autre incident majeur s'est produit. Alexandre Litvinenko, un ancien officier du KGB et un critique virulent du Kremlin, a été empoisonné au polonium en plein centre de Londres alors qu'il venait tout juste d'obtenir la citoyenneté britannique. Il n'a pas fallu longtemps aux experts et aux agences de renseignement pour faire le lien. Il était presque certain
que le service fédéral de sécurité russe, le FSB, était responsable et que Poutine lui-même avait très probablement donné l'ordre de faire tuer Litvinenko. Mais la Grande-Bretagne n'a tiré aucune conclusion hâtive, du moins pas publiquement. Elle a fait preuve de patience, expulsant une poignée d'officiers du renseignement de l'ambassade russe et coupant les liens avec le FSB, tout en annonçant le début de ce qui allait devenir une enquête de 10 ans sur l'incident. Cela a abouti en 2016 avec le rapport final, qui indiquait très clairement ce que beaucoup soupçonnaient depuis si longtemps. Poutine et son directeur du FSB, Nikolai Petrouchev, avaient presque certainement approuvé l'assassinat. Quelques années plus tard, l'histoire s'est répétée en 2018. Sergei Skripal, un ancien officier du renseignement militaire russe, qui avait été un agent double pour le Royaume-Uni, a été empoisonné avec sa fille Yulia, à l'aide de l'agent neurotoxique russe Novichok. Une fois de plus, cet incident s'est produit sur le sol britannique, mais cette fois, la Grande-Bretagne n'était pas d'humeur à jouer ou à mener des enquêtes qui dureraient des années. Elle a réagi rapidement et sans pitié, en expulsant 3 membres du personnel de l'ambassade russe peu après l'attaque, tout en accusant également les agents militaires et du renseignement russe d'avoir tenté d'assassiner Skripal. Moscou a réagi de la même manière, en expulsant également le même nombre de diplomates britanniques de son territoire, tout en se moquant des accusations du Royaume-Uni. Affirmant que la Grande-Bretagne inventait des histoires dans le but de détruire les relations bilatérales entre les deux nations et de nuire à la réputation de la Russie sur la scène internationale, la Grande-Bretagne a également mené une réponse à l'échelle européenne face à l'agression de la Russie, ce qui a conduit à l'expulsion de nombreux autres diplomates russes de plusieurs pays. Tout cela est arrivé quelques années après le début du premier mandat du président américain Donald Trump. À une époque où Donald Trump était perçu comme proche de Vladimir Poutine et cherchait à renforcer les liens États-Unis-Russie. Et cela, peut-être plus que tout autre événement récent, a conduit le Royaume-Uni à retrouver progressivement son statut de principal ennemi de la Russie. Alors que les États-Unis envoyèrent des messages contradictoires, le Royaume-Uni était décisif et déterminé. Il n'a pas attendu de voir ce que les autres pays voulaient faire, ni pris le temps pour des discussions diplomatiques. Il a fait une déclaration et s'y est tenu. Non seulement cela, mais cela a inspiré plusieurs autres pays à faire de même, entraînant une humiliation à grande échelle pour la Russie, alors que ces réseaux de renseignement à travers l'Europe ont soudainement commencé à se désintégrer. Des opérations de longue date se sont brutalement arrêtées, les ambassades se sont précipitées pour survivre, et Moscou a subi un coup politique écrasant. Tout cela grâce à la force, à la détermination et à la volonté du Royaume-Uni d'affronter un pays bien plus grand et plus puissant, plutôt que de céder ou de se soumettre. Dès lors, bien que Vladimir Poutine et le Kremlin ne l'aient pas reconnu publiquement, ils ont vu la Grande-Bretagne comme leur principal adversaire. Un adversaire qui semblait refuser de se laisser intimider, qui ne se plierait pas aux tactiques qui avaient si bien fonctionné dans d'autres pays à travers le monde. Puis vint la plus grande épreuve de la détermination britannique, la guerre en Ukraine. En 2022, les forces russes ont franchi la frontière pour entrer en Ukraine, déclenchant une guerre qui fait encore rage aujourd'hui. Alors que Poutine cherche à étendre sa sphère de pouvoir et d'influence en prenant de force le contrôle de territoires qui ne lui appartiennent pas, à lui et de nombreux autres responsables russes espéraient et s'attendaient à ce que la soi-disant opération militaire spéciale soit de courte durée, que les forces russes submergeraient rapidement toute opposition sur leur passage. Que des régions comme Louhansk et Donetsk tomberaient sous contrôle russe en quelques jours, et que les troupes de Moscou défileraient dans les rues de Kiev, brandissant le drapeau russe et consolidant l'héritage de Poutine comme le plus grand dirigeant russe depuis Pierre le Grand. Ils savaient que l'Ukraine n'avait pas assez de ressources ni de forces militaires pour résister à la machine de guerre russe. La seule chose qui pouvait empêcher une victoire russe totale et écrasante, c'était que d'autres pays décident de se ranger du côté de l'Ukraine. Pour dissuader cela, Poutine a publiquement lancé de nombreuses menaces, promettant des représailles rapides et impitoyables à toute nation qui oserait intervenir. Il espérait et s'attendait à ce que ces menaces suffisent, que les pays européens seraient trop hésitants pour agir, et que les États-Unis ne voudraient pas s'impliquer dans le conflit. En raison de préoccupations concernant une possible escalade, mais il n'avait pas compté sur la réaction du Royaume-Uni, car le Royaume-Uni, une fois de plus, n'a pas cédé aux exigences de Poutine. Il n'a pas cédé à sa pression, à ses tactiques, ni à son intimidation. Au contraire, il a montré l'exemple en soutenant l'Ukraine.
Ce fut la première nation occidentale à envoyer à Kiev des armes anti-chars de nouvelle génération, comme les NLAW par exemple. Ce fut aussi le premier pays à fournir une formation militaire aux brigades ukrainiennes et à annoncer la livraison de chars de combat principaux et de missiles longue portée à l'Ukraine. Il a même été le premier à autoriser Kiev à utiliser ces missiles pour des frappes à longue portée contre des cibles russes. Alors que d'autres pays, y compris les États-Unis et les nations de l'Union européenne, restaient encore indécis. Et depuis, il a continué à développer et à donner toutes sortes d'innovations militaires passionnantes et de puissants outils défensifs aux forces de Kiev, sauvant d'innombrables vies au passage, tout en causant toutes sortes de problèmes aux Russes. À maintes reprises, le Royaume-Uni a prouvé qu'il était un leader, pas un suiveur, jouant un rôle moteur dans la détermination de la réponse de l'Occident à la guerre en Ukraine. Il n'a pas attendu de voir ce que faisaient les autres. Il a pris des décisions de manière autonome et s'attendait à ce que ses alliés fassent de même. Et la plupart du temps, ils l'ont fait. Des pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis ont vu la Grande-Bretagne prendre les choses en main, et étaient plus qu'heureux de suivre son exemple. La Russie, quant à elle, observait la situation attentivement et avec une colère croissante envers le Royaume-Uni. Au début de la guerre, le Kremlin a même accusé le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, d'avoir dissuadé l'Ukraine d'accepter un accord de paix. Après que Johnson s'est rendu à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Johnson et Zelensky ont tous deux réfuté la version russe des faits. Mais cela importe peu au Kremlin, qui continue de soutenir que la Grande-Bretagne est responsable du fait que la guerre se poursuit. Il affirme que le Royaume-Uni a non seulement soutenu activement l'Ukraine et fourni à l'armée de Kiev les outils nécessaires pour riposter, mais qu'il a aussi utilisé son influence à travers l'Europe et l'Amérique du Nord pour superviser et contrôler toute la réponse de l'Occident, ouvrant la voie sur tout, des sanctions aux livraisons de missiles. Et bien que le Kremlin ait l'habitude de mentir et d'inventer des récits qui servent son agenda, il existe en réalité de nombreuses preuves pour étayer cette théorie en particulier. À d'innombrables reprises au cours des dernières années, nous avons vu le Royaume-Uni aller au-delà de ses obligations dans son soutien à l'Ukraine, ouvrant la voie à d'autres pays pour faire de même. Et transformant ce qui aurait dû être une opération militaire spéciale, rapide et simple en une guerre humiliante, catastrophique et extrêmement coûteuse pour la Russie. Cela a paralysé son économie, réduit sa position sur la scène mondiale, et a vu plus d'1 million de ses soldats tués ou blessés au combat. Alors que de nombreux pays ont joué leur rôle dans la guerre, la Russie en est venue à considérer la Grande-Bretagne comme l'agitateur, le cerveau, l'élément clé de la machine occidentale qui l'empêche de prendre l'Ukraine et de détruire l'alliance de l'OTAN. Et peut-être plus impressionnant encore, le Royaume-Uni a réussi à accomplir tout cela. Et cela, malgré le fait de ne pas être la plus grande nation, ni de posséder la plus puissante armée, ni même d'avoir l'influence mondiale qu'elle avait autrefois durant son passé colonial. Et c'est peut-être cela qui exaspère le plus Poutine lorsqu'il voit cette petite île, cette perfide Albion, une fraction de la taille de son propre pays. Pourtant, elle est incroyablement efficace pour saper ses opérations et perturber ses plans encore et encore. Non pas par la puissance militaire, mais par l'influence politique, de vastes réseaux de renseignements et le courage britannique à l'ancienne. Ce sont des choses que Poutine ne sait pas comment arrêter. Il peut utiliser les vastes ressources militaires et la puissance économique de son pays pour intimider et faire chanter d'autres nations. Il peut exploiter son influence dans les pays d'Asie centrale et les anciennes républiques soviétiques qui, historiquement, ont tellement dépendu de la Russie pour survivre. Il peut étendre ses tentacules à travers l'Afrique et jusqu'en Asie, ou titiller et provoquer les États baltes et les membres de l'Union européenne, sachant qu'ils seront lents et hésitants à riposter ou à décider d'une réponse unifiée. Il peut même s'appuyer sur sa longue relation avec le président américain Donald Trump, pour dissuader l'Amérique d'interférer avec ses plans. Mais aucune forme d'intimidation, et aucune des tactiques classiques du Kremlin, ne semble fonctionner sur le Royaume-Uni. Il continue de tenir tête face aux menaces de la Russie, à soutenir sans réserve l'Ukraine, et à inspirer d'autres nations à élever leur niveau, en déjouant à plusieurs reprises les bluffs de Poutine, et en tournant ses menaces en dérision. Tant qu'il continuera à agir ainsi, le Royaume-Uni restera la plus grande et la plus persistante épine dans le pied de la Russie. Et il pourrait bien jouer le rôle le plus crucial dans la préservation de l'OTAN et la prévention d'une prise de contrôle totale de l'Ukraine. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont le Royaume-Uni aide l'Ukraine dans cette vidéo, qui examine les plans du pays pour construire un missile balistique de nouvelle génération capable d'effacer des cibles russes de la carte avec une efficacité incroyable. Ou,
pour avoir un aperçu de la situation actuelle de la guerre. Aujourd'hui, regardez cette analyse approfondie, qui énumère les nombreux signes indiquant une possible défaite russe, et même l'effondrement complet du régime de Poutine. Et pour plus de reportages militaires et d'analyses détaillées, ne manquez pas nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui.